il est hyper important quand tu as une idée, un concept, que tu commences à lever en love money. Parce que si tu ne lèves pas des fonds en love money, tu ne pourras pas lever des fonds en seed avec des business angels, pré-seed ou seed. Et si tu ne lèves pas des fonds avec des business angels, tu ne pourras pas lever des fonds avec des VC. Aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent en circulation. Maintenant, l'argent, il faut le capter. Bravo. Ça veut dire qu'en fait, quand un porteur de projet vient me voir et me dit « j'arrive pas à lever des fonds », non. C'est pas vrai. Tu n'as pas été là où tu étais en capacité de pouvoir lever les fonds dont tu avais besoin par rapport à la typologie et la structure de ce que tu veux mettre en place. J'aime la France. Moi, j'aime la France parce que je trouve que le système social qui a été mis en France dans les années 80 quand j'étais petit, il est incroyable. Quand on regarde par rapport aux différents pays dans le monde dans lesquels j'ai été, la France, elle protège ses enfants, elle aime ses enfants, elle les fait grandir. Moi, je suis un Français. Il est hyper important à ce niveau-là que vous puissiez continuer à faire l'éducation financière et que d'autres prennent le relais, que cette transmission, et que les gens comprennent l'importance de cette éducation financière parce que Can we talk? Ça, c'est ce que tu disais, Ibrahima, et d'ailleurs, on va en parler. Tu disais que tu étais dans la musique. Est-ce que tu peux jauger la qualité vocale de ce monsieur? Est-ce que j'ai mes chances? bon, comme ça fait longtemps, on va dire que je vais pas me prononcer, que quand j'ai peut-être perdu un peu d'ouïe. Tu vois, l'invité est poli, il veut pas commencer à tirer, tu vois. Voilà, vous avez vu la jalousie? Vous avez vu la jalousie où ça emmène? puissant, Mais c'est c'est pas grave. C'est pas grave. Les jaloux vont maigrir. Fort. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Can We Talk. Cette émission est sponsorisée par la Nekao School. Nekao School. Yep. Mais avant de parler de la Nekao School, on va parler d'abord d'un événement que l'on organise le 26 octobre. Yeah. On organise un rassemblement. Donc, toutes les personnes de la Nekao School seront invitées, mais pas que. Si toi aussi, tu as envie de te joindre à nous, le lien est disponible juste en dessous. Le but, c'est de pouvoir nous célébrer, nous rassembler. Il y aura énormément de valeurs partagées au cours de cet événement. Il y aura Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy de Bangui Bangui en sera là. spécial guest, exactement. Et plein d'autres personnes. On Ouais. espère aussi que tu seras là, même si on sait que tu as un emploi du temps full. On s'organisera. Note le 26 octobre. Ah, on s'organisera. Ça, c'est les réponses qu'on aime entendre. Donc voilà, notez bien dans vos agendas le 26 octobre, on se donne rendez-vous. Sinon, je parlais de la Nekao School. La Nekao School est un programme d'initiation à l'éducation financière qui vise à faire en sorte qu'un maximum d'afro-descendants puissent être libres financièrement. Donc pour toutes les personnes qui en ont marre d'être pauvres, qui veulent comprendre comment fonctionne le monde de l'investissement, comment développer son patrimoine, comment optimiser sa gestion financière, nous avons créé la Nekao School rien que pour vous. Donc notre objectif est simple, faire en sorte qu'1 million d'afro-descendants puissent bénéficier d'une stratégie d'investissement. Et en plus de tout cela, vous allez intégrer une communauté forte. Il y a énormément de valeurs qui est transmise au sein de cette communauté et comme on le dit régulièrement, c'est en étant ensemble et en s'organisant ensemble que l'on va pouvoir atteindre les sommets. La machine est en route, le lien est juste en dessous, donc prends ton appel, c'est totalement gratuit. Yeah. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, mon gars, hein, franchement, parfait. Hein. Et justement, tu parlais d'éducation financière. On peut dire qu'en off, on a commencé à distribuer quelques petits biscuits. Exactement. Et on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est très, très bien accompagné. On peut pas introduire le monsieur avec lequel nous sommes aujourd'hui sans parler de monsieur Valdi. C'est impossible parce que c'est lui qui a fait la passe. Exactement. C'est lui qui nous a introduit auprès de notre invité aujourd'hui. Et donc, on est super content de t'avoir. Nous avons monsieur Ibrahima Sissoko dans la maison. Exactement. Voilà. Et un grand merci, monsieur Valdi. Est-ce que tu veux le présenter, Frangin? Ben, en fait, moi, surtout, j'aimerais qu'il puisse se présenter. Mais juste avant, qu'est-ce que tu peux nous dire de Valdi? Wow. Déjà, je vais commencer par une première des choses, c'est que j'ai entendu votre introduction sur votre événement que vous organisiez et sur les principes d'éducation financière. Les gars, chapeau. Merci frérot. Chapeau. Gros respect. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je défends au quotidien. C'est quelque chose sur lequel, malheureusement, on a peu de connaissances et sur lequel, en fait, on va dire même qu'on est ignorant. Et quand je dis on est ignorant, je parle vraiment de la communauté en général et tous les pendants de la communauté. Et là, en fait, ça va de... en tout cas tous les afro-descendants, et on a énormément de retard à rattraper par rapport à ça. Donc, chapeau à ce que vous faites, continuez, grosse force à vous. Si je vous aide dans quoi que ce soit, je ferai avec plaisir. Merci beaucoup, frérot. Franchement, ça fait plaisir parce que, tu vois, on a lancé ce programme
il y a un peu plus d'un an maintenant. Et ce que tu viens de dire, lorsque tu as accentué sur le fait qu'il y avait un véritable déficit, c'est tellement vrai que nous, aujourd'hui, on parle d'initiation à l'éducation financière. C'est-à-dire que on parle des basiques. Qu'est-ce qu'on entend par les basiques? On parle notamment de, nous, on appelle ça les 4 piliers, mais en gros, d'avoir de véritables... En fait, on part du principe qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ne pas avoir des notions claires sur le marché, les marchés financiers, le marché des cryptos, même le marché de l'immobilier, c'est pas se tirer une balle dans le pied, mais dans les deux, en fait, concrètement. Dans le monde capitaliste dans lequel on évolue, ne pas avoir ces notions-là, c'est vraiment avoir de nombreux trains de retard. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que j'ai découvert de toi, dans ce que j'ai pu écouter, puisque pareil, ça va devenir maintenant, comme on dit, les journalistes, ils appellent ça un marronnier. À chaque fois, on fait référence à Tanguy dans ce podcast. Mais parce qu'en même temps, comme il a commencé avant nous et que il a un média extraordinaire, on apprend énormément. Moi, j'ai inspiré. Hein. Mais vraiment, vraiment. J'ai écouté, du coup, parce qu'il a eu la chance de t'avoir 3 fois, à 3 reprises dans son podcast. Donc, j'ai écouté tes interventions et tu mets un accent véritable sur toutes ces notions, sur l'apprentissage aussi, j'ai envie de dire avec un grand A. Et on va parler de toutes ces notions. Mais je te parlais de Valdi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce monsieur? Grand monsieur. Grand monsieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il donne de la force. Et ça, j'ai envie de dire gratuitement, mais en fait, il le fait par initiative, il le fait parce qu'il le sent, il le fait parce qu'il se sent bien pour le faire. C'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un très, très, très à l'écoute et bombé d'initiative. Valdi, c'est une idée par jour. C'est incroyable. C'est une idée par jour te concernant. Mais comme il parle avec 15 personnes à la journée, c'est 15 idées par jour pour chaque personne. Donc non, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui est devenu très proche. Et aujourd'hui, on collabore ensemble sur certaines initiatives. Et en fait, il me permet de voir un scope un peu plus large, notamment la partie création de contenu, sur laquelle je suis un peu plus faible, où j'ai pas forcément appris moi à me mettre en avant. On a travaillé nous plus en fond, en back office, en background. Et donc là, aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir ces initiatives, c'est un plaisir de pouvoir collaborer avec lui. Et force et longue vie à lui. Tu te rappelles comment il nous a mis en contact avec Ibrahima? On sort du podcast. Mec. Il crée le groupe WhatsApp. Mec. Je crée le groupe WhatsApp. Vidéo. Non, moi, j'ai beaucoup appris en très peu de temps avec Valdi. Et tu peux pas te rendre compte parce qu'il nous a fait la passe avec toi. Mais c'est aussi la personne qui nous a fait la passe avec Maury. Mec. Maury qui est en train de nous créer un outil d'intelligence artificielle pour pouvoir l'insérer pour les membres de la Nekao School. Mec, et on en parlera. On en parlera, mais de façon plus approfondie. Mais je voulais vraiment qu'on lui donne ses fleurs. Parce que moi, je l'ai découvert il y a 3-4 ans sur LinkedIn, puisque monsieur crée pas mal de contenu là-bas. Et je suis très, très, très heureux que 4 ans plus tard, j'ai la chance, tu vois, d'échanger avec lui. Et j'adore ce gars, vraiment. J'adore ce gars. Donc, monsieur... Voilà, on voulait te dédicacer. Ouais, tu as dit quelque chose qui m'a alerté. Du coup, tu vas te présenter d'abord. Mais tu as dit que, parce que moi qui te connais, je constate qu'avec toute la réussite que tu as aujourd'hui, tu estimes qu'il est important de te mettre en avant via les réseaux sociaux, à travers différentes stratégies de communication. On y reviendra, mais parce que j'aimerais que tu te présentes d'abord. Mais je trouve ça intéressant. Que même à ton niveau, tu estimes que ce soit important de le faire. Oui. Et non, mais oui. Ah, d'accord. Oui, mais non, mais oui. Et je vais me justifier tout ça. Mais bon, déjà, dans un premier temps, Ibrahima Soko, 44 ans, entrepreneur et investisseur, à la tête d'un écosystème composé d'un certain nombre d'entités. Voilà. Moi, j'ai vu plus d'une trentaine. Ouais. Plus d'une trentaine. Mais maintenant, tu donnes même plus le non, c'est bon. Je pense que c'est plus. Dans entité, on comprend start-up. Principalement opérateur économique. Parce que pour moi, je dis que, en fait, dans l'évolution d'une carrière, j'ai été salarié. Ensuite, je suis passé consultant indépendant dans le domaine de l'informatique. Et après, j'ai créé un premier opérateur économique et pas une start-up. La différence, c'est qu'un opérateur économique part sur un modèle d'activité économique existant. D'accord. Alors qu'une start-up, on va créer son modèle économique. Donc, il faudra nécessiter plus de fonds, de la recherche d'un modèle, du product market fit. Donc, je préférais créer un opérateur économique, mais quand je l'ai fait, je n'avais pas conscience. C'était une entreprise comme une autre. Mais un opérateur économique, normalement, tu sais ce que tu vas pouvoir dégager comme revenu si les choses se passent bien. Et j'ai voulu en créer plusieurs pour assurer une pérennité financière. J'avais déjà cette stratégie-là où je me disais, un opérateur économique, c'est bien.
jamais tu arrives à bien faire tourner, jamais tu en as plusieurs, ça permet de diversifier ton portefeuille d'activités et en même temps t'assurer une stabilité en termes de revenus pour pouvoir investir dans autre chose. Parce qu'effectivement, je voulais partir vers la partie startup. D'accord. Mais d'abord, il fallait déjà mettre une base. Ok. Donc, voilà un petit peu ce que je suis, ce par quoi j'ai commencé. Donc, principalement dans le digital, ça va d'entreprise de services numériques à la boîte de portage salarial, à la formation, management, enfin, marketing, communication, management de transition. C'est un petit peu ce qu'on a créé pendant les 6-7 premières années. Et en parallèle, on a vraiment commencé à s'interroger autour de plus la partie financière parce qu'on avait beaucoup de gens autour de nous qui créaient des startups et qui avaient des difficultés à se financer. Et c'est de là que là, je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire et qu'on a commencé à réfléchir à comment on pourrait accompagner ce type de projet parce qu'on ne se voyait pas nous-mêmes y aller. On avait déjà pas mal de charges mentales et charges de travail et des projets ont commencé à arriver, on s'est impliqué. D'accord. Super. Ça veut dire que pour les startups, les moyens de se financer sont multiples. Il y a la levée de fonds, il y a... Déjà, première des choses, pour une startup, l'idéal, c'est de vendre. Tu as un produit, tu le vends. Donc avant même la levée de fonds, l'objectif, c'est de vendre. L'objectif, c'est de vendre. Par contre, en fait, là où il y a un déficit de compréhension, c'est qu'une startup, à la base, de par le fait que c'est une startup, au début, elle n'est pas là pour vendre. Elle est là dans une phase de maturité où elle est en idéation. C'est-à-dire qu'en fait, dans le développement d'un produit et ou d'un service, tu as des échelles de maturité. Et dans l'échelle de maturité, tu as l'idéation, le concept, où là, tu vas dire, j'ai un concept et je vais voir si mon concept fonctionne. Donc, généralement, pour cette phase-là, s'il te faut des capitaux, tu vas lever des fonds. C'est souvent la love money à ce stade-là, non? C'est ça, c'est la love money. Chose hyper importante, et là, je rappelle et j'en profite de ce podcast pour le rappeler, il est hyper important quand tu as une idée, un concept, que tu commences à lever en love money. Parce que si tu ne lèves pas des fonds en love money, tu ne pourras pas lever des fonds en seed avec des business angels, pré-seed ou seed. Et si tu ne lèves pas des fonds avec des business angels, tu ne pourras pas lever des fonds avec des VC, des venture capitalistes. C'est ça. Il y a des étapes et des process à respecter. Et en fait, même quand tu dis, je mets mon argent, je développe un produit et je vais voir des fonds, les fonds vont se dire, mais s'il n'a pas levé des fonds avec son entourage, et ensuite avec des business angels, pourquoi moi je mettrais de l'argent? Exactement. Alors juste pour resituer la chose par rapport à ce que dit Ibrahima, parce que l'idée c'est d'expliquer pour les personnes qui nous suivent, mais la love money généralement, tu me dis si je me trompe, ça va être l'entourage qui va effectivement mettre des tickets, qui va mettre un peu d'argent pour pouvoir aider en fait au développement de l'idéation en question. Ensuite, la deuxième étape, tu parlais des business angels, donc en seed. Pré-seed, seed, ok. Donc, et c'est souvent les business angels dans les deux, et en pré-seed et en seed? Exactement. Tout va dépendre en fait de la maturité et de la consistance de ton projet. Seed, c'est ce qu'on appelle la graine. Pré-seed, c'est avant la graine. La graine, c'est ça, ouais. Exact. L'étape 0, c'est l'étape de concept. Tu n'as rien. Tu as un concept, tu as une idée, tu as fait des recherches dessus. Pour confirmer tes recherches, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent, études de marché, études de positionnement, études de terrain, études de faisabilité. Ça coûte de l'argent parce que tu ne vas pas la faire toi, il faut la faire par des spécialistes qui vont te dire si effectivement il y a un marché ou pas. Et par rapport à ça, on va voir si, en fait, on peut partir vers la recherche du product market fit. Ça nécessite un petit peu d'argent. Une fois que tu as déterminé que tu es bien dans le product market fit, c'est un time to market, soit tu pars vers la création de ton prototype, soit tu continues encore d'autres actions marketing pour voir sur quel positionnement ou segment clientèle tu vas. Et là, tu es en pré-seed. Sinon, jamais tu pars avec ton prototype, là, tu es en phase de seed. C'est ça. Et donc, quand tu es en phase de seed, il faut rechercher des investisseurs particuliers, professionnels. C'est ça. Donc, des business angels. Parce que le fait qu'eux vont investir, ça va apporter du crédit à ta boîte. Exactement. Parce que, je sais pas, moi, Ibrahima Soko a investi, qu'il a l'habitude d'investir parce qu'il est reconnu en tant que business angel. Ça va permettre à ce que d'autres business angels se rajoutent. Exactement. Et derrière, quand tu auras un prototype qui, lui, va fonctionner, peut-être commencer à générer de revenus, ce qui ne veut pas dire que ça va être rentable, tu vas avoir des fonds de venture capitalistes. Ce qu'ils vont regarder, c'est ta table de capitalisation. Qui est rentré en love money, les gens de ton entourage, très bien. Business angel, qui est rentré, quels sont les tickets qu'ils ont mis, très bien. Donc, potentiellement, nous, on peut rentrer. Et si on en rentre,
bah, ceux qui sont rentrés en Love Money, on les fait sortir. C'est ça. Ah, d'accord. Donc les Love Money sont vraiment les premières mains qui mettent de l'argent et qui sont vouées à un moment donné à sortir quoi qu'il arrive. C'est ça. Juste au début de l'aventure. Et c'est ceux qui sont censés, pour moi, dans mon architecture, faire les multiples les plus importants. Ah, d'accord. Ok, logique. Tu mets 1 000 euros, tu ressors de là avec 100 millions. Non. Enfin, 100 000. 100 000. Oui, voilà. Voilà. C'était déjà un peu plus raisonnable. C'est ça, effectivement. Parce qu'ils ont pris plus de risques, parce qu'ils ont mis de l'argent, dans 90% des cas, dans un PowerPoint, que c'était juste une idée, Exactement. et qu'il faut les récompenser à la hauteur du risque qu'ils ont pris. Un business angel, quand il arrive, les études sont faites, on n'est plus sûr, il y a déjà certainement un pivot ou un affinement du modèle économique. Alors que l'autre, il a mis, c'est ton bot. D'accord. Donc, quand le fonds VC arrive, il dit, OK, d'accord, ta boîte à la base a été évaluée au tout début, je sais pas, moi, j'ai une bêtise, je sais pas, à 500 000 euros. Les business angels, ils sont arrivés à être évalués à 3 millions. Aujourd'hui, avec ce qui a été fait, elle est évaluée à 15 millions. Bah forcément, celui qui a 500 000, bah, elle fait 1 x 30. C'est ça. Donc, C'est effectivement, c'est 1 000 euros, il ressort avec 30 000 euros. En 2-3 ans, c'est très bien. C'est très, Plutôt très, pas très mal. important d'aborder ça parce que, pareil, juste avant qu'on commence, mais le podcast est fait pour ça, on parlait de cette notion d'éducation financière et l'investissement en soi, c'est des notions, en fait, qui sont méconnues, mais véritablement, notamment par les gens de la communauté. À chaque fois, on lance les sujets. T'as vu, on fait du teasing. On lance les sujets, mais on veut revenir en arrière parce que c'est important. vraiment quelque chose que je veux qu'on creuse. De t'avoir là, c'est très important pour que tout le monde puisse comprendre cela. Mais encore une fois, il faut que les gens puissent comprendre qui tu es parce que on est là, quelque part même, on t'encense parce que on a suivi ce qu'il en est de ton parcours. Mais c'est important que les gens puissent comprendre. Tu t'es arrêté au fait de dire que tu avais du coup créé un certain nombre d'entités et moi j'ai dit parlant d'une trentaine. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un ordre d'idée de ce que représente le groupe parce que c'est un groupe, c'est ça? Non, pas encore. C'est un groupe. C'est un groupe, ok. En Deux termes de groupes. chiffre d'affaires. Ah, en termes de chiffre d'affaires, le tout cumulé, on est au-dessus de 35 millions. Ok, donc 35 millions, énorme, mais c'est pas pour flex. L'idée c'est de dire que comment est-ce que Ibrahima, tu es né en France. Oui. J'ai cru comprendre que tu avais du coup grandi à Chanteloup, Ouais. Chanteloup-Lévis. Comment est-ce qu'un jeune homme qui vient du quartier, et de quel quartier on parle pour les gens qui connaissent un peu les histoires de quartier, comment est-ce que ce jeune homme en arrive à un moment donné créer un groupe qui pèse plus de 35 millions d'euros? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles ont été les phases comme ça qui ont été les phases tiennes? clés. Voilà, c'est ça. Les phases clés, déjà, je pense, c'est déjà ne pas en prendre conscience et ne pas le conscientiser. On dit qu'on l'a fait parce que, enfin, limite, c'est parce que c'était impossible, dans le sens où on ne s'est pas dit qu'on allait arriver là. La première des choses, c'est qu'on voulait travailler. C'est moi, quand je lance cette initiative, la première fois, c'était aux alentours de 2015, où je me dis, là, je pense qu'il y a moyen de créer une ESN, une entreprise de services numériques. J'ai regardé les critères. C'est un concours de circonstances qui m'a poussé à en créer une. Et après, j'ai trouvé une autre opportunité pour en créer une autre avec Mamadou Soumaré. Et puis de là, on ne s'est pas posé de questions en vérité. À ce moment-là, tu étais salarié? J'étais indépendant, consultant indépendant. D'accord, donc J'étais tu salarié déjà en- indépendant. Ouais, j'étais déjà indépendant. J'étais indépendant depuis 2014. D'accord, Depuis environ juin 2014, j'étais indépendant. d'accord. Et donc, là, première opportunité, premières erreurs. Tu comprends pas trop comment, mais tu sais qu'il faut que tu y ailles, t'apprends. Et moi, il y a toujours une chose que j'ai eu la chance qu'on m'a apprise, moi, parce que forcément, on m'a transmis, c'est quand tu ne sais pas où aller, prends des référents et des références. Et moi, mon référent historique, c'était mes oncles, et notamment mon oncle qui vécut en Asie. Mais mes référents dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça a été les frères Samouer, qui sont à l'origine de l'entité Rocket en Allemagne, qui est une entité qui investit dans des startups, enfin, qui duplique des startups existantes en moins de j'ai 90 entendu jours. parler de, ouais, effectivement. Ils ont des livres, Oui, exactement. ils sont valorisés 3-4 milliards. Ouais, exact. Je me suis dit, ces trois frères, ce qu'ils ont pris comme modèle, c'est de faire de face au second. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que partir vers un océan bleu, ça coûte très cher, partir vers quelque chose d'existant, le copier, le dupliquer C'est ça. parfaitement
et après chercher le first mover en essayant d'améliorer un tout petit peu. D'accord. Donc là, je me suis dit, le marché du numérique en France, c'est 12 milliards. OK. Jamais j'arrive à avoir 0,05%. Waouh, On est bien. On est très, très bien. Donc, je visais 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans. On a fait 7 millions d'euros en 3 ans. Et pour ça, en fait, il a fallu déjà bien comprendre l'écosystème, comment il fonctionnait, quelles étaient les attentes des consultants, quelles étaient les attentes des clients finaux, faire un peu de structuration juridique, s'entourer des bonnes personnes. Voilà. On a bossé. Pas d'heures. Moi, il faut savoir que j'ai été consultant jusqu'à 2017. C'est-à-dire que même dans la création de mes activités, j'étais encore consultant. Ah, d'accord, ok. Parce que, justement, on avait des problématiques liées à la trésorerie. Quand la croissance va plus vite que la trésorerie, forcément, faut faire des choix. Et mon choix, c'était de ne pas me payer. Donc, c'est mon activité de consultant indépendant qui me payait pendant que je générais des capitaux dans la boîte qui permettraient de pouvoir assurer le développement de la boîte. Magnifique. Magnifique parce que tu es l'auteur d'un ouvrage et là aussi, on va beaucoup parler de transmission durant ce podcast parce qu'il y a une véritable volonté chez toi de transmettre et vraiment, on est dans la même direction quant à cela. Riche avant d'entreprendre. Les gars, allez voir, j'ai vu, il est disponible sur Amazon. Effectivement. Et il y a cette volonté de transmettre. Et ce que tu viens de dire là est très important parce que au début, il y a eu des erreurs de fait. J'imagine que tout ce qui tient même de la gestion de trésorerie, qui peut sembler être basique pour les entrepreneurs, alors que tu as plein d'entreprises malheureusement qui coulent à cause d'une mauvaise gestion de cette trésorerie. Voilà, c'est tout un tas de rouages de ce type que tu as dû apprendre et maîtriser. Et c'est des choses que tu évoques notamment dans le bouquin. Exactement, parce que en fait, j'ai tenu à faire une série. On a tome 1, tome 2, tome 3. Mais déjà, je me suis dit, pareil, je pense à la même chose que vous, l'initiation. C'est qu'on ne peut pas informer si on n'a pas initié. Il faut commencer par initier, informer, et former par la suite. Donc là, je me suis dit, c'est important, c'est l'initiation et de se dire, jamais tu veux entreprendre, commence déjà à t'enrichir. Ce que les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais la plupart du temps, ils me disent, mais Ibrahim, moi, j'entreprends pour m'enrichir. Non. Tu deviens riche et après tu entreprends. Et comment tu deviens riche? C'est riche de savoir, riche de culture, riche de réseau, riche d'initiative, riche de compréhension. Aujourd'hui, on me demande, tout le monde sait que j'aime lire. Moi, j'aime lire. Je dis un peu moins, mais je suis environ entre 3 à 5 livres par mois. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand on m'a dit un jour, jamais tu fais cacher un truc à un noir, il faut le mettre dans un livre, ça ne m'a pas fait sourire, mais je me suis dit, oh les connards. Mais malheureusement, c'est la vérité. C'est hyper vrai, et je suis désolé de le dire, mais en tout cas, je reconnais. C'est qu'en fait, on manque de cette culture où en fait, on n'est pas assez initié, on ne va pas chercher l'information, on va aller. L'information n'est pas sur Internet, mais sur ChatGPT, elle est dans les livres. Il faut aller la chercher. Et en fait, je parle. Attends, 3-4 livres par mois, ton cerveau arrive à tout retenir? Non. Alors, qu'est-ce que tu apprends à travers ces livres? Ton cerveau n'arrivera pas à tout retenir, mais en fait, tu vas pouvoir initier des fonctionnalités dans ton cerveau qui vont permettre de pouvoir capter l'information au bon moment. Tu vas ouvrir des portes. Et ça va t'ouvrir des connexions, ça va te permettre de comprendre les choses. Établir des chemins neuronaux. Et une chose qui est hyper importante, c'est que ton subconscient est plus fort que ton conscient. Et parce que ton subconscient est plus fort que ton conscient, quand tu dis, l'important, c'est que tu prennes plaisir à dire. Tu dis, une fois que tu as fini de dire, l'information, en tout cas moi, ce qui m'arrive, c'est que ce que j'ai lu aujourd'hui, je ne le comprends dans 3 jours. Donc je ne lis plus pour capter l'information, parce que là, ça va te fatiguer. Tu lis pour lire. Et après, en fait, ton cerveau arrivera à faire part des choses. Et au bout d'un moment, quand tu as besoin d'une information, tu te dis, attends, mais ça, j'ai déjà vécu. Non, j'ai vécu à travers l'expérience d'une autre personne. Pourquoi je lis? C'est parce que je lis beaucoup. C'est parce qu'en fait, d'autres personnes dans d'autres milieux, ils ont accès à des compétences, des appétences ou accès à des gens dont nous, on n'a pas accès. Sur certains domaines. Par exemple, on va parler de la finance de marché. Malheureusement, dans mon entourage, en termes de finance de marché, au point où j'en suis arrivé aujourd'hui, je ne connais personne qui est arrivé à ce niveau-là. Je ne sais pas où aller chercher l'information. Donc, ce que je fais, quand je lis un livre de Phil Knight, le patron de Nike, ou quand je lis un livre sur
par exemple, le patron de Netflix, ils expliquent les étapes par lesquelles ils sont passés, même s'ils ne disent pas tout. Ça me permet de découvrir ce par quoi, moi, Exactement. potentiellement, je pourrais passer. Et quel type d'acteur va falloir m'entourer. Donc, en fait, il y a 3 façons d'apprendre. Il y a se former. Donc, ça veut dire à l'école, sa formation initiale, prendre des cours en ligne, etc. Il y a des retours d'expérience et il y a la pratique. Bien évidemment, la formation, tu en conserveras selon le format audio, vidéo ou ce que tu veux. Tu vas en conserver 10, 15, 20% grand max. Les retours d'expérience, généralement, tu conserves 60-70% des retours d'expérience. La pratique, c'est le mieux. À défaut de pouvoir pratiquer sur des domaines sur lesquels je ne suis pas encore allé, les retours d'expérience se font à travers les livres que je lis. Bien sûr. Et j'ai vu C'est que puissant. tu rigoles vraiment pas avec l'apprentissage. J'ai découvert que tu mettais des choses en place pour pouvoir développer cet apprentissage, notamment au travers. Alors, moi, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un club de lecture quelque peu, où vous êtes amené à vous échanger du coup des ouvrages, à partir desquels ensuite vous allez vous échanger des fiches ou en tout cas des formes de résumés, si je ne m'abuse, et d'autre part que tu n'hésitais pas à mettre la main à la poche pour pouvoir avoir des lumières venant d'avocats sur des thématiques précises, te permettant en fait d'avoir en fait une connaissance sur des domaines divers et variés. Déjà, comment ça t'est venu? Parce que quand on dit qu'il faut pas rigoler avec l'apprentissage, là, ce monsieur, jusqu'à tu mets, et puis même C'est t'as un donné le principe montant. de vie, une routine. Mais c'est fou, en fait, ouais, c'est ça. Comment est-ce que ça t'est venu et comment est-ce que ça t'aide et ça te nourrit également dans ce que tu construis, dans ce que tu fais? Des rencontres. Des rencontres. Le réseau. Des rencontres. Première des choses, je me suis dit, bon, j'ai pris une feuille. Je pense que c'est quand, déjà, avant la rencontre, il y a un élément qui s'est passé où là, je me suis dit, waouh, ouais. C'est quand j'ai fait une formation contrôle interne. Enfin, suite à différentes problématiques que j'ai eues en gestion de trésorerie et comptabilité, j'ai compris que le contrôle interne, l'inspection générale, c'était quelque chose qui est hyper important. Je ne voulais pas devenir spécialiste là-dedans, mais j'ai pris des formations à Dauphine, des formations certifiantes sur quelques jours pour voir comment ça se passait dans les grandes boîtes. Donc, à l'issue de cette formation-là, je fais une rencontre pendant que je fais cette formation-là, où j'ai accès à une personne qui est dans un grand groupe et qui me parle de la gestion de sa carrière, mais pendant 17 ans. Et du nombre de formations qu'il a fait. Hallucinant. Et en fait, à la fin, bien évidemment, je lui demande, mais quel est ton poste aujourd'hui? Je ne citerai pas son nom, mais c'était une pointure. D'accord. Et là, je me dis, OK, si jamais je vais arriver à son stade-là, comment je fais? Et j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai essayé de dresser une feuille de route. Et toujours, en fait, ce que je vise, c'est l'excellence. Donc, quelles sont les entités aujourd'hui, quand je parle d'entités en termes de formation, où en fait, il faudrait que j'aille pour pouvoir acquérir ce type de connaissances et pourquoi celles-ci sont des référentes. Donc après, j'ai regardé, tout le monde parle d'Harvard. Et Harvard, c'est quoi? Pourquoi? Tout le monde parle du MIT. Pourquoi? Est-ce que c'est juste un nom ou est-ce que c'est par rapport à la qualité de l'enseignement? Donc forcément, ça joue des deux. Donc j'ai regardé au niveau d'Harvard les parties qui pourraient potentiellement m'intéresser et j'ai regardé combien ça coûtait. Je me dis bon, ça coûte un billet, mais je vais mettre un petit peu d'argent de côté et puis je vais faire. C'est ce que j'ai fait. Et ce cours-là, cette rencontre-là, le premier cours, les 2 premières minutes ont marqué tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé après. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Sur Donc, une ou deux tu parles minutes. d'Harvard là. Hein? Harvard, Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur une ou deux minutes? Harvard Business School, online. Le prof est arrivé et a posé la question, il a dit est-ce que vous connaissez le montant du PIB mondial? On se gratte la tête. Ah, j'avoue. Et je dis PIB mondial, donc ça veut dire qu'il faut associer le PIB de l'ensemble des pays. Des pays, ouais, c'est ça. Je dis, C'est vrai il y a qu'on fait jamais ce genre de... Non, PIB national, c'est vrai, mais Ouais, mondial, mais c'est ouais. vrai. Bon. le mindset. Tu vois, c'est ça qui a été puissant. Donc, PIB mondial, je dis, bon, il faut calculer 200 trucs, plus de 200 pays à calculer. Oh. Il a dit non, le calcul du PIB mondial existe. Tapez sur Internet. Effectivement, tu vois que ça existe. On lui dit, waouh, le PIB mondial est égal à 70 000 milliards de dollars à cette époque-là. Donc, très bien. Il dit, quel est le montant de la création monétaire mondiale? Et là, on dit, faut taper également. Ouais, allez-y. Et on voit 100 000 milliards de dollars. Et là, on dit, mais attendez,
Il y a un déficit de 30 000 milliards. Hmm. Il est où ce déficit? Comment ça? C'est-à-dire on crée plus de monnaie que de ouais, valeur. exactement. Premier cours, premier claque, les 2 Hmm. premières minutes. Et là, je comprends qu'en fait, la finance est au cœur de tout. Hmm. Qu'aujourd'hui, on crée plus de monnaie que de valeur parce qu'il y a le temps d'enregistrer la valeur qui a été créée. Et ben, la monnaie doit anticiper cette valeur-là. D'accord. C'est comme aujourd'hui, par exemple, là, je prends de la comptabilité classique sur le plan du PCG, le plan comptable général. Aujourd'hui, en France, on est au déclaratif. Tu peux mener une activité au 1er janvier 2023 qui va être clôturée au 31 décembre 2023. Par contre, tu vas déposer tes comptes le 18 mai 2024 et l'administration fiscale n'aura connaissance de ce que tu auras fait en 2023 qu'en certainement en juillet 2024. Exactement. Mais en attendant, il faut qu'ils puissent anticiper. Et ça ne veut pas dire que la valeur n'a pas été créée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été enregistrée. Et c'est ça, exactement. Exactement. Et bien là, en fait, c'est un peu le même mécanisme. D'accord. Donc, cette valeur-là, monétaire, elle est créée en amont sur des prévisions. Mais quoi qu'il arrive, il y a plus de monnaie En que de valeur. circulation que de... C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que vulgairement les gens appellent faire marcher la planche à billets. Mhm. C'est-à-dire que techniquement, tu as beaucoup plus de monnaie en circulation que la valeur en fait qui a été initiée ou créée quant à celle-ci. Ok, donc on a appris quelque chose. Et ouais, bah ouais, vraiment. Et est-ce que tu penses du coup est-ce qu'il y a des solutions déjà qui sont mises en place pour pouvoir régler ces déficits? Moi, je pense notamment à la crypto-monnaie, mais Bah, des solutions, non, mais des éléments qui vont en bénéficier. D'où la crypto-monnaie. Mais surtout, l'analyse de ça, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent en circulation. Maintenant, l'argent, il faut le capter. Bravo. Ça veut dire qu'en fait, quand un porteur de projet vient me voir et me dit « j'arrive pas à lever des fonds », non, C'est pas vrai. tu n'as pas été là Exactement. où tu étais en C'est capacité ça. de pouvoir De capter. lever les Ouais. fonds dont tu avais besoin Ouais. par rapport à la typologie et la structure de ce que tu veux mettre en place. Donc, ça veut dire qu'en fait, un porteur de projet qui lui démarre une activité en phase d'idéation va lever des fonds en love money. Va pas avoir un VC, ni un fonds de private equity. C'est Il pas va la pas peine. te calculer. Il va pas te calculer, tu ne corresponds pas à ses critères d'éligibilité. Un autre porteur de projet qui va développer un prototype qui génère des revenus va voir un venture capitaliste parce que le business angel que tu as vu auparavant ne remettra pas d'argent et n'a pas d'intérêt à en mettre. Par contre, va voir un VC. Jamais tu vas voir un VC, fais le choix. Soit tu vas voir un VC dans le domaine de la finance et lui, tu sais que demain, ça sera pour revendre ou découper ta boîte. Ou avoir un VC dans le domaine de l'industrie pour demain que ta boîte soit accompagnée dans le domaine de l'industrie ou revendue à un industriel. Ça va dépendre de ce que tu veux mettre en place. La crypto-monnaie, pour en revenir, oui, parce que la crypto-monnaie, aujourd'hui, elle a su capter un pendant de la finance que la finance classique ne faisait pas. Et comme il y a de l'argent en circulation, cet argent ne fait que tourner. Comme je dis toujours, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Notamment en termes d'énergie. Et ben l'argent, il tourne, il circule. S'il n'est pas là, c'est qu'il est là. Maintenant, il faut être en capacité de pouvoir le capter avec les bons critères. C'est incroyable ce que tu dis parce que dans les 2 minutes en question, ça t'a ouvert le champ des possibles en fait. C'est-à-dire que tu as compris à cet instant-là qu'en réalité, il te fallait être stratégique, chirurgical par rapport aux intervenants avec lesquels tu allais échanger, mais que l'argent était là en fait. J'ai compris que l'argent était là et je me suis dit, comment je vais le trouver? C'est le point. Il y a de l'argent, mais il est où? Exactement. Et après, il a fallu aller chercher et comprendre les mécanismes. Et après, pareil, toujours la même chose, c'est que tu récupères une information, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Et par rapport à cette information, je ne rentrais pas encore dans les critères. J'ai fait accounting finance, donc là, j'ai compris un certain nombre de choses. Et j'ai compris notamment que en France, on bénéficie d'une chose qui est importante, c'est au niveau de la comptabilité, parce que les règles de la finance sont établies par les règles comptables du pays dans lequel tu es. On est sur le plan comptable général. Ou sur le plan comptable général, tu as le bilan, le compte des résultats. Donc, le bilan, le compte des résultats, ça permet de te dire qui tu es et potentiellement où est-ce que tu vas aller. Tu as les normes IFRS. C'est des normes comptables internationales. Celle-ci, tu as le compte des résultats et le bilan, où on va avoir un équilibre entre là où tu vas aller, en termes de projection, et ta surface financière. Et finalement, tu as aux États-Unis l'US GAAP. Il n'y a pas de bilan. Ok. On ne t'évalue pas par rapport à ce que
tu es. On t'évalue par rapport à ce que tu peux devenir. Donc forcément, qu'est-ce que ça change? La Non, vision elle est exactement, complètement c'est différente. ça. Exact. La vision est complètement différente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, jamais tu arrives avec une boîte en France et tu dis, celle-ci, elle est valorisée 2 millions, tu arrives à montrer le pourquoi du comment. Cette même boîte aux États-Unis peut être valorisée 20 millions. Exactement. Exactement. Sans aucun changement. Et donc, plus de capitaux potentiellement investis, une croissance d'autant plus développée, etc. C'est des capital risqueurs parce qu'en fait, leur vie est faite de risques. Moi, j'ai mon beau-frère, quand je parle avec lui et qu'on parle, ouais, millionnaire, un jour, il m'a dit, j'ai une petite question, je dis, ouais, il a le même prénom que moi. Très joli prénom. Et il me dit, mais Ibrahim, $1 million, c'est beaucoup? Et si en France, ouais. Ah, d'accord, ok. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'aux États-Unis? Bah, ouais, c'est bien. Bah ouais, on n'a pas les mêmes notions. Bien sûr. Et du coup, quand tu prends ce recul, est-ce que tu préfères le système américain ou est-ce que tu es quand même attaché au système français? Parce qu'on dit souvent que la France ne porte pas ses entrepreneurs, qu'en France, on a des problèmes d'éducation financière et nous, on le voit, 70% de la population ne sait pas où mettre son argent au-delà du PEL et de l'assurance vie. Enfin, qu'est-ce que toi, tu penses de l'état d'esprit que l'on a en France? Est-ce qu'il y a des choses que tu valides, d'autres que tu valides moins? J'aime la France. Moi, j'aime la France parce que je trouve que le système social qui a été mis en France dans les années 80 quand j'étais petit, il est incroyable. Quand on regarde par rapport aux différents pays dans le monde dans lesquels j'ai été, la France, elle protège ses enfants, elle aime ses enfants, elle les fait grandir. Moi, je suis un Français. Je suis un Français d'origine malienne. Et donc, aujourd'hui, tout ce que je dois à la France. C'est ici que j'ai appris, c'est ici que j'ai escalé, c'est ici que j'ai créé mes entités premières, c'est ici, voilà. Donc, c'est ici que j'ai ma vie, c'est ici tout. Après, je n'oublie pas d'où je viens. Et en parallèle, pas jamais je dois prendre le système américain, je trouve très en faveur des entrepreneurs, mais pas des entrepreneurs qui débutent. Jamais tu arrives, tu veux débuter, c'est la France. La France, elle ouvre ses portes et tu as un ensemble d'éléments qui vont te permettre de pouvoir débuter dans les meilleures conditions. Ne serait-ce que le principe du chômage. Tu peux commencer une activité, te mettre au chômage et avoir une sécurité pendant un temps déterminé, même si pour toi, cette sécurité n'est pas énorme. Mais c'est quand même quelque chose parce qu'il ne faut pas oublier que dans le reste du monde, les entrepreneurs partent de zéro et ils doivent sortir comme l'oiseau le matin et rentrer avec à manger à la maison. Donc, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est un levier qui est hyper important. Et derrière, moi, je pense que c'est important de pouvoir valoriser tout ce qu'on a appris en France. On va prendre l'exemple ne serait-ce que de la formation aux États-Unis. Tu veux faire Yale, tu veux faire Harvard, tu veux faire un grand collège, une grande université, c'est 40, 50 000, 60 000 $ l'année. Les gens s'endettent. En France, HEC, c'est 15 000 € l'année. Voilà. Et je parle d'HEC, mais il y a d'autres très très bonnes écoles qui lorsque coûtent quasiment rien, 3 4 000, 5 000 $ l'année, ça va, c'est gérable. Et la plupart du temps, aujourd'hui, elles offrent des cursus qui te permettent de pouvoir être en alternance et donc auto-financer. Et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. Après, il y a même en termes de niveau d'éducation, l'ingénierie française, les ingénieurs français n'ont rien à envier aux ingénieurs américains. Vous allez même voir dans de gros projets à l'international, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup de Français. Donc l'ingénierie française, elle est reconnue partout dans le monde. Moi, je regrette qu'on ait moins d'ingénieurs aujourd'hui en France et qu'il y a beaucoup qui sont portés sur la partie informatique parce que ça paye le plus, mais la partie industrielle, notamment avec le plan France 2030, moi, j'inviterais les jeunes qui ont entre 18, 22, 23, 24 ans à ne pas tous foncer vers l'informatique, mais il y a des belles surprises dans les prochaines années dans le domaine de l'industrie. Mais justement, en même temps, on le sait, ça fait des décennies que le pays quand même un peu moins industrialisé. Effectivement, il y a une hype qui est un peu moins importante puisque toute la hype tech, etc., a pris la part belle quand même là-dessus. Ceci dit, parce que franchement, ce que tu dis depuis tout à l'heure est super, super intéressant, mais encore une fois, j'aimerais comprendre comment est-ce que le petit Brahima venant de Chanteloup en est arrivé à ces 2 minutes chez Harvard et bien plus après.
dans le cheminement, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, est-ce que je peux te dire que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, entre guillemets, de gens qui ont fait de très, très belles choses? Est-ce que ça t'a quelque peu forgé? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'homme que tu es devenu aujourd'hui, sachant d'où tu pars? Mes oncles ont contribué en termes de mentorat parce que mes oncles étaient entrepreneurs. C'est ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon oncle Baba Sako, j'avais 10 ans. Après, à 18 ans, j'ai été le voir. Après, je suis retourné le voir à 22, 23 ans. Donc, il a contribué à l'ambition. Il a vraiment contribué à l'ambition. Après, tout ce qui a tourné autour de la structuration, je me suis entouré. Et surtout, en fait, faut pas oublier aujourd'hui que même si on parle de moi, il y a des gens autour de moi. La fine équipe, c'est... voilà, La fine équipe. La fine équipe. J'aime bien. La fine équipe, je peux les citer. Imran Lanif, Alice Soko, mon petit frère, Domingo Correa, Amar Nesser. Et puis, de l'autre côté, il y a Mamadou Soumaré. Et puis, après, il y en a d'autres dans d'autres typologies d'équipes côté start-up qui m'ont rejoint. C'est important d'être bien entouré. Et c'est important, en fait, quand tu décides d'avoir des ambitions, de savoir qui tu es et d'apprendre à se connaître. Moi, j'ai appris à me connaître. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à apprendre à me connaître. Et après, j'ai demandé aux autres d'apprendre également à se connaître. Et après, grâce à ça, on a établi des complémentarités. Là où moi, je suis beaucoup moins rigoureux administrativement parlant, j'ai des gens derrière qui me back up et qui sont beaucoup plus rigoureux par rapport à ça et qui vont traîner de fer pour me dire non, là, tu fonces pas. D'autres personnes sont beaucoup plus dans la structuration pédagogique et même, on va dire, en termes de méthodologie projet. Comment on fait pour apprendre à se connaître? Moi, j'ai fait des tests de psychométrie. J'ai fait le HBDI, j'ai fait ensuite le DISC. On peut faire le Big Five, on peut en faire plein. Maintenant, il faut choisir. Moi, je pense que l'idéal, ce serait vraiment de prendre rendez-vous avec un psychologue, d'en discuter avec lui, de dire, voilà, moi, j'ai envie d'apprendre à me connaître, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à la typologie de personne que je suis, et voilà mon parcours, ce que j'ai fait. Et après, ça te donne des premières bases, parce que les tests sont différents. Il y a l'énéagramme, le HBDI, le Big Five, le DISC, et ça donne quand même une bonne idée de la personne que l'on est. Et tu t'es dirigé, toi, vers le test que tu as fait, du coup, parce que tu as été emmené vers ça ou par hasard? Pas par hasard. Moi, j'ai commencé à faire le HBDI tout de suite. Et après, par rapport au HBDI, je me suis dit, il y a plein de tests, mais pourquoi il y en a plein? Et là, forcément, moi, j'aime bien poser des questions. Il est curieux, le monsieur. Trop. Donc, pourquoi il y en a plein? Parce qu'en fait, sur mon contexte, on ne va pas t'analyser de la même manière. Ok, d'accord, donc je vais en faire d'autres. Pour pouvoir vraiment affiner ma recherche et apprendre à me connaître et savoir ce qui est le mieux. Et après, de là, je commencé à me poser la question de me dire, ok, j'ai découvert que j'étais HPI. Ok, au potentiel intellectuel. Et après, suite à ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a fait que pendant tout un long moment de ma vie, je n'ai fait que de me détruire plutôt que de me construire, plutôt que de rendre vertueux ce qu'il y avait autour de moi. Je n'avais pas les bons outils. Et surtout, je n'avais pas compris comment je fonctionnais. Quand j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai pu... déjà, j'ai multiplié mes notes par 2. Avec 3 fois moins d'efforts. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comme je dis, je lis. Et en fait, je ne cherche plus à lire pour comprendre. Alors qu'avant, quand je disais une page, attends, j'ai pas compris ce mot-là. Cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Tu lis ligne par ligne ou tu as des techniques de lecture rapide? J'essaie de faire de la lecture rapide. D'ailleurs, j'ai un bon prof de lecture rapide qui m'a initié à la lecture rapide il y a un peu moins d'un mois et demi, 2 mois. C'est Farid qui est champion du monde de lecture rapide. Dédicace à toi. Mais non, moi j'ai des techniques de lecture rapide, je suis initié à peu de temps, mais sinon auparavant non. Ce que je faisais, c'est vraiment dire, mais je lis et je laisse mon subconscient faire. Mais d'abord, en fait, je me suis mis dans un état particulier. Il faut se concentrer. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter le bruit des vagues pendant 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Et quand je vais abaisser mon niveau de conscience, c'est à ce moment-là que je vais commencer à lire parce que je serai concentré. C'est comme une méditation, en fait. Exactement. Et après, quand tu lis, ça va assez vite. Enfin, tu lis ce que tu peux quand tu es en bonne condition. Et généralement, je lis des sujets qui m'intéressent ou des sujets concomitants. Je vais prendre Sarkozy, par exemple. Sarkozy, c'est quelqu'un qui me fascine.
Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui me fascine. Plutôt que de... Tu sais qu'à une certaine époque, Ah, ouais. cette phrase-là, On l'a elle tous. aurait été prise, Grave. sortie de son contexte. On l'a tous insulté, mais on doit bien avouer qu'il a quand même un mindset assez intéressant. Il est particulier. Hmm. Et c'est important de comprendre comment le personnage fonctionne et en fait, ne pas avoir de vue biaisée. Donc, j'ai lu Le Temps des combats. Très bien, j'ai lu son livre d'avant. Et je me suis dit, c'est facile, c'est lui qui l'a écrit. Il écrit ce qu'il veut que l'on sache de lui ou la façon dont On le perçoit. ouais, il veut qu'on le perçoit. Mm. Donc, j'ai lu des livres qui n'étaient pas sympas envers lui. Et après, tu fais la corrélation. Et tu te dis, bah, il y a ça qui est vrai, il y a ça qui n'est pas vrai. Hmm. Ok. Dans quelle mesure, donc tu as parlé de tes mentors au travers de tes oncles, j'ai cru comprendre que tu t'es pas juste contenté en gros de les avoir en tant que mentor, tu as mis les mains dans le cambouis, tu as énormément voyagé, tu as travaillé beaucoup. Quel apport ça a pu avoir sur ce que tu as créé par la suite? Est-ce que ça t'a permis... Pourquoi je te pose cette question? C'est super important parce que moi, par exemple, j'ai des parents qui ont été salariés toute leur vie. Mmh. Et lorsque je leur ai évoqué mon envie d'indépendance et d'entrepreneuriat, mon père m'a regardé comme si j'étais un fou. Il m'a dit, mais rentre à la police. Là-bas, au moins, tu seras posé. Tu vois, un père qui aime son enfant, tu vois. Et du coup, j'ai pas pu m'appuyer sur lui pour pouvoir, en fait, développer mes envies, voilà, mes ambitions, etc. De quelle façon est-ce que toi, ça a eu un impact? Est-ce que ça t'a permis, là aussi, de te dire que c'était réalisable, c'était possible? Je sais que tu as été à l'étranger beaucoup. Enfin, quel impact ça a eu sur la suite, en fait? Bah, déjà, on a les mêmes parents. Mmh. Les parents m'ont dit, tu vas aller travailler, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, ta folie, tu la gardes de côté. Exactement. On peut pas leur en vouloir, c'est générationnel. C'est ça. Donc, bon, déjà, il y a eu ça. Et puis après, le fait justement d'avoir été à l'étranger, le fait d'avoir été confronté à ces commerçants, parce que moi, on appelle ça entrepreneur auparavant, mais ces commerçants m'a permis de me dire, s'ils sont arrivés, on peut y arriver. Parce que il y a une chose auquel moi, je rends énormément hommage, c'est que nos parents, ils appelaient des aventuriers. Parce qu'à l'époque, on disait, ils partaient à l'aventure. Moi, mon père, quand il a quitté son village, il avait 13 ans. C'était en 1960. Et il est parti, mais personne ne savait si il allait revenir. Et il a mené une aventure, une vraie aventure. Donc, pour moi, je me dis que si eux l'ont fait et sont partis de zéro, ont quitté leur village, ils ne savaient ni lire, ni écrire, et ils sont partis à part du temps avec, dans le meilleur des cas, de l'eau, du lait et des dattes. Dans le meilleur des cas. Nous, avec nos assets, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire et qu'est-ce qu'on va laisser et transmettre? Parce que je considère qu'en France, on a quand même un certain nombre d'avantages. On est une population afro-caribéenne assez importante. J'englobe également, quand je dis afro-caribéenne, les Maghrébins. D'accord. Ouais, j'englobe et je vous dirai pourquoi. Les Maghrébins afro ou les Maghrébins? Les Maghrébins. Ok. Les Maghrébins, je les englobe toute l'Afrique du Nord, parce que pour moi, en fait, on est une même entité, même si, en fait, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je les englobe parce qu'on a vécu dans les mêmes lieux, on a fréquenté les mêmes écoles, les mêmes aspirations, que quand on se check du cœur, que, en fait, on a les mêmes ambitions. On a juste, nous, les Afro-Caribéens, les Blacks, un retard, mais qui est lié, justement, en fait, à des phénomènes démographiques d'immigration. Nos parents sont arrivés plus tard en France. Nos parents sont arrivés en France dans les années 66, 67 pour les premiers, mais la plupart du temps, dans fin des années 70, voire années 80. Alors que tu étais déjà là auparavant, donc tu peux établir une base. Donc, on va dire que les Maghrébins aujourd'hui sont sur peut-être 3e, 4e génération, 2e, 3e, 4e génération, alors que potentiellement pour nous, on est sur la fin de la première ou début de la 2e. Donc, il y a ce déficit, mais en fait, c'est la même chose. Et on peut énormément apprendre de ce qu'ils ont construit. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans l'écosystème entrepreneurial, on regarde même au niveau des épiceries, au niveau de la food, au niveau même des postes à direction, ben on va retrouver une typologie, par exemple, qui va être plus liée à des Algériens, qui ont des postes à haute fonction. Dédicace Morad Chibout, voilà, un haut cadre. Et il a travaillé pour en arriver là où il en est, et force à lui. C'est un exemple pour moi, pour tout le monde. Donc, il a une 50aine d'années, mais voilà, ses parents étaient déjà là. Donc, plein de choses comme ça qui font que, oui, ça a été important pour moi, pour en revenir à moi,
de pouvoir me dire que je peux m'appuyer sur des gens parce qu'ils ont fait, et comme je sais qu'ils ont fait, je vais les voir pour qu'ils m'expliquent leur parcours et ils m'inspirent. Exactement. Parce que l'inspiration, c'est la première des choses. On l'a dit, l'initiation, la recherche d'information et après la formation. Tu ne peux pas te former jamais tu n'as pas été initié. Et tu ne peux pas comprendre l'information qu'on te donne jamais tu n'as pas été initié auparavant. Et tu ne peux pas te former jamais tu n'es pas informé. Il y a des formations qui existent, on n'a même pas connaissance. Et on se dit, tu n'iras pas vers ce que tu ne connais pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Et on a l'habitude de le dire, c'est un peu pour moi la chance qu'on a de vivre dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'avec l'expansion d'Internet, maintenant on sait qu'on a potentiellement la possibilité de se diriger vers ce qui nous correspond, vers ce qui nous est utile. La formation, c'est la clé. On est une génération de transition. Tu le répètes tout le temps et on doit en profiter pour pouvoir permettre aux générations futures de ne pas naître avec les mêmes difficultés que nous-mêmes on a eu en étant plus jeunes et nos parents encore pire. Mais voilà, c'est ça le cheat code. Effectivement, c'est l'initiation et c'est un peu l'étincelle qui, on pense, va nous permettre de pouvoir atteindre les sommets. C'est exactement ça. Moi, il y a énormément de choses que tu as dites qui, dans ce que j'ai pu entendre de toi, etc., qui ont vraiment impacté des choses, tu vois, dans mon esprit, mais véritablement, une des choses que tu as dites, c'est qu'il fallait impérativement réussir à structurer toute cette dynamique de Love Money. Et on l'a dit en introduction, on a créé, nous, la Nekao School, il y a 1 an et demi. Il y a plus de 350 personnes qui ont rejoint, en fait, du coup, notre programme. On le dit de façon très ouverte. On a l'ambition assumée de faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Et si tu veux, la réflexion derrière, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, OK, si on était arrivé en disant, nous sommes la Nekao School, donnez-nous votre argent, vous allez l'investir dans notre société, on va pouvoir vous permettre d'avoir des rendements. T'as plein de gens qui auraient pu avoir, comme il aurait pu avoir une levée de bouclier. C'est qui ces mecs? Est-ce que c'est pas un scam, etc. Ce qui aurait pu être entendable, tu vois, parce que on n'a pas d'autorité, on ne nous connaît pas, etc. On s'est dit, OK, l'idée c'est de faire la démonstration à des personnes dans le concret que oui, en fait, tu peux être de ces personnes qui vont acheter une action Apple et qui en fin d'année va découvrir qu'effectivement tu disposes d'un dividende, en tout cas voilà, d'une partie des bénéfices de la société. Et là, c'est du concret. L'objectif étant de te faire comprendre que tu vois, Apple t'a permis d'avoir tant. Si demain tu investis dans Tracy, si demain tu investis avec Ibrahima, ça sera exactement le même mécanisme. Mais au lieu d'avoir voilà, 5, dans le 6, cadre de la Love Money, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus tu peux potentiellement. avoir des plus importants. C'est vers ça qu'on veut tendre. Tu as aujourd'hui, tu es en promotion du livre Riche avant d'entreprendre. De quelle façon est-ce que toi, ça te parle? Et surtout, parce que tu es là, mais c'est des choses dont on parlera également en off, on veut structurer ça. On sait qu'il existe différents canaux pour permettre, en fait, parce que la création d'un fonds d'investissement, c'est assez lourd, c'est très compliqué, notamment en France. Mais on veut pouvoir structurer ça, donc c'est des choses dont on sera amené à parler sincèrement. Mais de quelle façon est-ce que ça te parle, ça? Et je veux pas, c'est vraiment pour aller dans le sens de ce que tu dis ici. C'est que pourquoi est-ce qu'on a visé 1 million? C'est parce que nous, à la base, on était conseiller en gestion de patrimoine et on sait que, étant donné que pour le plus gros nombre de personnes, on est salarié, ça va être compliqué pour un salarié d'injecter des gros sous pour un projet. Par contre, mettre ne serait-ce que 100 € par mois, c'est faisable. 1 million de personnes qui met 100 € par mois dans une solution, ça fait 100 millions par mois, ça fait 1,2 milliard à l'année. Voilà, je pose ça là. Maintenant, tu peux répondre à sa question. Très bien, parce que c'est le terrain sur lequel je voulais que vous m'emmeniez. Génial. Donc, parfait. L'une des choses qui a fait que j'ai accepté de venir et que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est que je savais qu'on avait parlé d'éducation financière. On avait parlé également de gestion de patrimoine. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que effectivement, il est hyper important à ce niveau-là que vous puissiez continuer à faire l'éducation financière et que d'autres prennent le relais et que cette transmission et que les gens comprennent l'importance de cette éducation financière parce que la richesse ne se fait pas sur un coup, c'est une richesse cumulée. Donc en fait, c'est l'effort cumulé paye, quoi qu'il arrive. Si tu commences à on va dire, investir, structurer à 23 ans, tu auras le même résultat qu'un mec qui a vendu sa boîte, qui est peut-être valorisé plusieurs millions,
à 45-50. Les intérêts composés. C'est ça. Une autre chose, parce que moi je suis dans la finance islamique, c'est on a une méconnaissance des marchés financiers et des produits financiers. Actions, obligations, C'est ça. produits structurés. Mhm. D'accord. Donc, une action, c'est la part d'une société qui est cotée. Un titre, c'est la part d'une société qui n'est pas cotée. Mhm. Une obligation, ce n'est pas une part de société, c'est un titre de De créance créance, ouais. qui généralement est rémunéré autour d'un taux d'intérêt. C'est ça. Potentiellement, alors, bon, moi, j'ai d'autres produits financiers. Je pense que c'est dans ça, aujourd'hui, qu'il va falloir s'axer. En tout cas, moi, je pense au niveau des Afro-Caribéens. Et aussi, on veut structurer ça, c'est dans la création de produits financiers. Mhm. On est en déficit de produits financiers qui sont adaptés à nos besoins. Exactement. Donc, je suis à la recherche. Voilà, c'est un appel. Je suis à la Et on recherche t'écoute. de structureurs. Ok. Je suis à la recherche de gens en capacité de pouvoir monter des réseaux de distribution en termes de gestion de patrimoine pour distribuer cette typologie de produits. Je suis à la recherche de moyens ou d'instruments financiers qui vont permettre de pouvoir étoffer tout ça. Pourquoi ? Parce que je crois en une chose, c'est que une fois qu'on a financé des projets en love money, avec des business angels, potentiellement avec des VC ou pas, on est en capacité de pouvoir financer des projets avec des produits comme ceci, avec des instruments financiers particuliers à travers des fonds qu'on pourrait nous-mêmes monter. Merci. C'est ça, hein, c'est la direction vers laquelle on doit aller. Merci. C'est la direction dans laquelle on doit aller. Et pour ça, il faut avoir une connaissance. Aujourd'hui, moi, j'ai accès à un certain nombre de choses. Et quand je vois, je me dis, waouh, tout ça, je ne connaissais pas il y a encore 2-3 ans. Maintenant que j'en ai connaissance, qu'est-ce que j'en fais ? Il faut s'entourer d'une équipe en capacité de pouvoir comprendre, déployer. C'est ça. En parler, c'est bien. Déployer, c'est mieux. Exactement. Et 350 personnes qui investissent, comme tu dis, ne serait-ce que 100 euros, on peut parler jusqu'à 1 million, hein, mais ne serait-ce que 100 euros tous les mois dans des produits structurés ou des produits financiers à effet de levier, Mhm. et derrière, non seulement ça va permettre de générer des revenus, mais de dégager des capitaux qui vont permettre de pouvoir alimenter des projets dans la communauté. C'est ça. Et c'est très important ce que tu dis parce que quand tu regardes, par exemple, les actions qui sont menées derrière un simple compte comme le livret A, Mhm. tu te rends compte que l'argent qui est capté est servi pour être réinvesti en réalité. Bien sûr. C'est pas, les gens, ils pensent qu'ils ont un livret A à la banque et que, non, en fait, cet argent sert Travail. effectivement à construire des HLM. Enfin, c'est réinvesti, tout ça. Bien sûr. Et il faut absolument que les personnes qui composent notre communauté, même si en réalité ce manque d'éducation financière, il est global en réalité, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté. Cette création-là de produits structurés, alors on n'aura pas la prétention de savoir le faire, mais la personne dont on parlait au début, Monsieur Valdi, nous avait parlé de quelqu'un. Effectivement. Et je pense que ouais, il faudra. Il nous avait parlé de quelqu'un, je crois, qui est en Belgique, qui est qui pourrait être en capacité de créer ce genre de choses. Et si tu es cette personne, tu nous contactes. Exactement, exactement. Mais concrètement, cette idée de se dire, ok, j'accepte, ou en tout cas, j'abaisse mon appétence au risque, parce que j'ai compris que les personnes dites fortunées ne savent pas finalement ce qu'est un livret A. Tu vois, ces personnes-là, je parle d'investissement. Hein, Oui, oui. elles ne comptent pas sur un livret A ou sur un LDD pour pouvoir en fait tabler sur les 20 prochaines années, les 30 prochaines années. Et c'est très important en fait de rentrer dans ça. Toi aujourd'hui, toi-même, d'une certaine façon, tu as créé un véhicule puisque tu as, je crois, créé une SS2I, même plusieurs, je sais pas. Oui, plusieurs entreprises de services numériques, oui. Voilà. Et concrètement, tu as, par le biais des personnes qui ont composé, en tout cas avec lesquelles tu as travaillé, que tu as formé, en tout cas, tu as participé parce que tu as dit qu'il y avait la fine équipe derrière, mais concrètement, proposer des véhicules. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que de par mes activités, forcément, on a recruté des consultants ou des consultants qui travaillent avec nous. En parallèle, je me suis rendu compte en termes de modèle économique, on avait pas mal de gens qui étaient dans l'équipe EV, quartier prioritaire de la ville, qui avaient des compétences et qu'il y avait des métiers en termes de reconversion sur lesquels ils pouvaient leur permettre d'aller, notamment tout ce qui tournait autour du test logiciel. Donc, on a formé quasiment plus de 500 personnes dans le test logiciel avec un taux d'employabilité qui avoisine aujourd'hui les 60-70%. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, on les a invités à nous faire confiance pour investir dans certains projets.
Et à 80% de ces projets, pour des projets où on a levé 1,5 million, à 80%, c'est eux qui ont mis l'argent. Donc, voilà, c'est un cercle vertueux qui s'est créé et c'est hyper important parce que derrière, ça crée de la confiance, des rendements. Ça permet également à eux d'améliorer leurs conditions de vie parce que moi, je peux prendre ne serait-ce qu'une famille où c'est madame qui a commencé, qui s'est mis dedans, a trouvé ça intéressant, a trouvé du travail. Monsieur, au début, il regardait de loin, puis un jour, il me voir, il dit, ma femme a travaillé, elle fait ci, ça va être intéressant, puis ça travaille de la maison. Vous pensez que je peux le faire? Bien évidemment. Ouais, mais moi, en fait, je suis pas du tout dans ce domaine-là, c'est pas grave. Il a fait. Aujourd'hui, il s'en sort très bien. Et maintenant, en fait, la dernière fois, il m'a dit, écoute, il y a peut-être mon cousin qui serait intéressé, et puis il y a également sa femme. Puis, c'est que t'as des critères par rapport à la personne qui va venir vers toi? Pourquoi t'as décidé de faire confiance en cette personne? Confiance, en fait, c'est... Pourquoi tu lui as donné sa chance? Je vais répondre par ça, par une anecdote. Voilà. Un jour, je suis dans un VTC, enfin Uber, je commande un VTC, je rentre dans la voiture. Le monsieur qui est en face de moi commence à me parler, on échange, sympa. Et puis, des fois, dans les moments de ta vie, parce que tu sais que la personne qui est en face de toi ne te connaît pas et ne sera pas en mesure de te juger, tu commences à parler. Et puis, il a parlé, il s'est lâché. Et ça m'a pas dérangé parce que j'ai compris qu'en fait, si j'étais là, c'est que j'étais là parce qu'il fallait que je sois là, à ce moment-là et au bon moment. Il m'a fait part de sa situation personnelle et sa situation professionnelle. T'es très spirituel dans ta façon de voir les choses. Toujours. Et là, je me suis dit, jamais je suis là, c'est que j'ai un rôle à jouer. Et après, quand il arrive, il se retourne, il me dit, hey, gars, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je parle, j'étais saoulé. Franchement, je suis vraiment désolé. Voilà, écoute, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Bon, vas-y, à bientôt. Je dis non, c'est quoi ton prénom? Il me donne son prénom. Je dis très bien. Et je vais donner un numéro de téléphone, t'appelles à ce numéro-là et appelle cette personne-là. Jamais tu peux, au courant de la semaine, va la voir. Il me dit pourquoi? Je dis parce que je pense que tu as les qualités qu'il faut pour devenir ingénieur en qualification logicielle. Il me regarde, il se retourne, il dit qu'est-ce que tu racontes? Je suis VTC, moi. Waouh. Il me dit qu'est-ce que tu racontes? Je dis tu m'as parlé du fait qu'en fait, jamais personne t'a donné ta chance, que tu avais des difficultés financières, que tu avais ci, ça, tu es VTC aujourd'hui, pas par choix, mais parce qu'il le faut. Et franchement, ça m'a fait un petit peu mal d'entendre ça parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, je me suis battu pour mener mes choix. Et là, je lui ai dit, j'ai convaincu, en l'espace de quelques minutes, d'appeler au moins ce numéro de téléphone-là. Chose qu'il a faite. Et après, on m'a rappelé, quelques semaines après, en me disant, tu as voulu faire intégrer une personne dans la formation, on a bloqué sa place. Malheureusement, s'il ne répond plus au téléphone, etc. J'ai dit, mais qui c'est? Il me dit, cette personne-là. Ah, d'accord, ok. Parce qu'effectivement, bien évidemment, cette personne-là, je lui ai offert. C'est-à-dire, c'est payé moi de ma poche. Et je ne sais pas si aujourd'hui, je viens de le dire. J'ai payé de ma poche. Magnifique. Et là, à ce moment-là, je prends son numéro de téléphone et j'appelle un autre numéro. Allô? Allô? Ouais, c'est moi, c'est Ibrahima Sissoko. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, désolé, gars, mais en fait, ça, j'ai eu un problème. Je dis, il n'y a pas de problème. On va avoir des problèmes. C'est pas grave. La formation, tu vas la faire. J'ai envie, mais j'ai ça comme problème. Ok. Celle-là, oublie. La prochaine, tu peux la faire. Il me dit, oui, promis, je vais la faire. Je dis, stop, elle est faite. Je dis, après, on en reparle. La chose dont je suis le plus fier, c'est que j'ai revu il y a 1 an et demi. À un événement qu'on a organisé. Je te jure devant Dieu, je l'ai pas reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne-là, faut pas oublier, j'ai vu une seule fois dans ma vie dans le noir. Il est venu arriver vers moi. Ça va, ouais, c'est Ibrahima, ouais. Tu te rappelles pas de moi? Je sais pas beaucoup de mots. Il m'explique et il me dit, je dis, ouais. Et maintenant, ça se passe comment? En fait, je retourne avec ma femme. Magnifique. Et ça va mieux. J'ai mis mes revenus partout. Je pense que c'est ça qui nous guide. Vraiment, véritablement, au-delà des aspects financiers, au-delà de tout ça, si jamais tu as réussi à faire ça dans ta vie, jamais tu as réussi à dupliquer ça, jamais tu as permis à ce que cette personne-là puisse donner des conditions meilleures à ses enfants, demain qu'eux puissent aller à l'école, puissent faire de grandes études, que lui, il ait acquis un nouveau mindset,
et qu'il a fait acquérir dans son entourage un nouveau mindset, tu ne peux que réussir. C'est vrai. Et votre travail à vous, ça va être au niveau d'éducation C'est ça. financière. Exactement. Vous Et- avez la même mission. Et ça commence par le mindset en plus. Et ça commence. Ça commence. L'argent, c'est une psychologie. Tout le problème qu'on a dans la communauté, c'est par rapport à la façon dont on voit cet argent. Cette tendance à le diaboliser, à se dire que c'est fait pour les autres, à se dire que c'est trop compliqué. C'est d'abord le mindset. C'est vrai. Merci d'avoir partagé ça avec nous. De ouf, de ouf. Et juste avant l'échange, là encore, tu as partagé avec nous un petit souci de santé que tu as eu. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle façon ça t'a transformé, quels sont les impacts et quelles sont les leçons, en fait, que tu en as tirées une fois que t'es sorti de ça. Penser aux autres, c'est bien. S'oublier, c'est pas bien. Je pense qu'un entrepreneur, de toute façon, c'est toujours les cordonniers qui sont toujours les moins bien chaussés. Donc, il est important de pouvoir toujours se dire, OK, je fais ça, très bien, mais qu'est-ce que je fais pour moi? Parce qu'on est tellement la tête dans le guidon que tu avances, et un jour, tu regardes, tu te dis, waouh, OK, d'accord, là, à ce niveau-là, je suis là, mais au niveau perso, je suis là. Et pas forcément famille, vie perso, parce que j'ai la chance d'avoir la famille que j'ai. J'ai une chance incroyable. T'es en couple, Ouais. enfant. Ouais. Donc, incroyable. Dieu merci, franchement. Mais c'est, en fait, en termes d'assets, qu'est-ce que tu as fait? En termes de patrimoine, qu'est-ce que tu as fait? Tu te dis, waouh, j'ai construit tout ça, mais il y a ça. J'ai moins bien géré. Et après, tu travailles. Tu travailles. Parce que tu sais en fait où sont tes manquements. Au fond de toi, tu le sais, mais tu t'avances, et puis on est des insatisfaits, perpétuels. Moi, aujourd'hui, on me dit, quand je parle avec Tanguy, il me dit, mais tu te rends compte, tu as fait ça? Je dis, mais Tanguy, mais Il y a encore ça à faire. il y a encore ça à faire. Ça c'est pas que c'est rien, c'est quelque chose. Il faut bien être conscient. Oui, bien sûr. Mais comparé à là où on peut aller, Mais justement, qu'est-ce qui te drive du coup? Parce que à un moment donné, tu vois, il y a quelque peu parfois dans certaines situations les limitations physiques, tu vois. Et puis on le dit très souvent, ce jeu-là, alloué à l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini. C'est-à-dire qu'à quel moment on considère, tu vois, être arrivé Qu'on a fait notre job. sans risquer sa santé, tu vois, de façon qu'elle soit physique, mentale, tu vois. Quel est ton point de vue là-dessus? au fond de soi, on le sait. Enfin, l'objectif ultime, entre parenthèses, au fond de soi, on le sait. Et je vais prendre des références. Tony Fadell, celui qui est l'inventeur de l'iPod et de l'iPhone. Il faut savoir une chose, c'est que moi, ce que j'ai trouvé intéressant et vraiment bluffant dans cette histoire, le livre, c'est Build. C'est qu'il a dessiné l'iPhone, il a dessiné en 92. Donc, en fait, il dessine. Vous avez dans le livre un dessin, vous voyez un téléphone, et dessus, il y a marqué Internet, il y a marqué Mail, et il y a marqué tactile, en 92. En 92, le bebop n'existait pas. Exactement. Donc, le mec, il a visualisé ce qu'est devenu l'iPhone. Ce que est devenu l'iPhone. Voilà. Il s'est fait quand même virer de 3 boîtes. Il a été rémunéré une fois, au moins une fois. Et voilà, ça a été très compliqué. Mais quand il a fait l'iPod, ensuite il a fait l'iPhone, et après il a fait les thermostats connectés qu'on utilise aujourd'hui, que tout le monde vend. Comme si c'est... Ouais. Je pense que quand il est arrivé à la fin de ça, il s'est dit, ça y est. Enfin, intérieurement, je pense qu'il s'est dit, OK, je n'irai pas plus loin. D'autres feront. Eh ben, je ne suis pas encore arrivé à là. Donc toi, la vision existe en tout cas. Tu sais où tu veux aller. La vision existe. J'ai visualisé. Maintenant, il faut acter. Et quand j'aurai acté, je sais que j'aurais fait ce que je veux faire à ce niveau-là. Et peut-être que je serai encore plus enclin à la transmission. Je pense que déjà,
Aujourd'hui, je commence à être enclin à la transmission. Parce que j'ai envie de perpétuer ce qui a été fait, pas pour moi, mais surtout pour les autres. Et je me dis, c'est tellement dommage de voir autant de misère sociale, alors qu'il y a autant d'opportunités. Incroyable. D'opportunités économiques. Mais en fait, les gens vont là où ils connaissent. Et parce que, malheureusement, on n'a pas encore assez de rôle modèle. Donc, une des choses que j'ai établies et qui est importante au niveau de mon parcours et de ce que je me fixe comme objectif, c'est de pouvoir accompagner des rôles modèles, de vrais rôles modèles. Et j'ai la chance d'en avoir quelques-uns autour de moi. Et je me dis, ouais, ces personnes-là, il faut les mettre en avant. D'où le fait que on parlait tout à l'heure de création de contenu, on parlait tout à l'heure avec Valdi. Moi, je suis pas forcément d'accord quand Valdi me met en avant. Donc, maintenant, j'ai plus trop le choix. J'ai vu faire du vélo. Le gars, il te fait beau. J'ai fait du vélo à peine 30 jours après AVC. Ah oui. Sur le vélo, quand tu vois, je tremble. Ouais. Moi, je pensais que c'est parce que vous alliez pas vite. Et t'es même un peu plus costaud, même. Ouais. Sur le vélo, je tremble. Ouais. Et là, il m'a convaincu. Il faut le faire. Il dit, ouais, mais il faut le faire. Si tu dis, il faut le faire. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Tu fais confiance, hein, quand même, aux personnes qui t'entourent. Oui. Obligé. Là, j'ai une équipe, là, j'ai un socle d'équipe, là. Vous allez bientôt les voir. C'est notamment dans le cadre d'une aventure. Mais de toute façon, ils seront bientôt, j'espère en tout cas pour eux, très visibles. C'est des warriors. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages avec nous, c'est que, tu vois, on a évoqué au début 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la réalité, c'est que on est dans un monde qui a... on assiste à un inversement des valeurs. Dans ce que tu as partagé avec nous, il y a tu mets tout le temps la dimension humaine au centre. Même dans l'anecdote que tu nous as parlé de ce VTC, tu vois. On pourrait parler des gros contrats, on aurait pu évoquer Namix, tu vois, tous ces trucs-là qui sont effectivement des réalisations et je pense, ce qui pourrait devenir demain des assets énormes, mais on est resté vraiment sur la dimension humaine et ça, c'est des choses qui nous touchent aussi, qui nous parlent personnellement. Au travers de la Neko School, on a une ambition très importante et on sait que notre communauté, il y a énormément de choses à construire, à faire. On dit très souvent qu'il y a différents pans sur lesquels il nous faut pouvoir travailler. L'un des pans sur lequel nous on se concentre, c'est la partie allouée au financier, au pécunier, parce qu'on est conscient que c'est un vecteur qui, dans le monde capitaliste, encore une fois, dans lequel on évolue, fait que, malheureusement, quand tu le regardes sur le plan politique, on est quelque peu laissé pour compte, sur tout un tas de choses qu'on va pas développer ici. J'aimerais savoir concrètement, est-ce que toi, aujourd'hui, parce que nous, on parle souvent de la masse, on aimerait pouvoir, on parle d'1 million de personnes, on parle de la masse. Est-ce que tu es de ceux, parce que on sait qu'il y a plusieurs, je sais pas si je peux dire écoles, mais oui, il y a on va dire plusieurs courants de pensée, des personnes en fait qui pensent qu'il faut se concentrer sur une élite, parce que c'est au travers de celle-ci qu'on pourrait avoir des résultats intéressants, notamment même sur le pouvoir d'investissement, tu vois. Là où nous, on pense que c'est au travers de la masse, en fait, qu'il y a des choses qui pourront exister demain. Surtout par rapport à notre communauté. C'est ça. Là, aujourd'hui, j'ai pas arrêté d'insister sur le fait que tu viens de Chanteloup-les-Vignes. Il y a peut-être un mec, je sais pas, dans le 94 qui va regarder cette vidéo, qui va se dire, moi, demain, je vais être comme Ibrahima. On est persuadé que ça peut passer par là. Enfin, quel est ton sentiment sur tout ça? Comme dans une entreprise, en fait, pour moi, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie qualitative, stratégie quantitative. Qualitative, c'est pas péjoratif comme mot. Mais par exemple, en fait, dans le cadre d'une entreprise que j'avais à développer, l'entreprise de services numériques, en plus, et technologie engineering, j'ai dit, OK, d'accord, cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le chiffre d'affaires. Donc, je vais déployer un investissement au niveau de la partie commerciale pour aller vraiment chercher un chiffre d'affaires plus important. Ce qui veut dire que quand tu cherches un chiffre d'affaires plus important, ça ne veut pas forcément dire que ta marge va augmenter. Et bien au contraire, ma marge a baissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fallu peut-être chercher un commercial, il a fallu mettre en place des actions de marketing et de communication, refaire le site web, pas mal d'actions. Voilà, donc de l'investissement. Où on a augmenté le chiffre d'affaires, mais
en augmentant le chiffre d'affaires, on a accepté de réduire les marges. Donc, ça veut dire qu'on a, on a réduit en tout cas la marge brute. C'est ça. Très bien. Pour que l'année d'après, je puisse augmenter la valeur. Donc, en fait, pour moi, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place. Donc, ça veut dire que la première année, j'ai décidé de passer de 6 à 7,5 en termes de chiffre d'affaires et j'ai mis des moyens. On est effectivement arrivé à 7,2. Très bien. Pour que l'année d'après, on fasse une croissance moins importante, mais on récapitalise sur la valeur. Exactement. Là, aujourd'hui, pour moi, il y a dans la communauté, ce qu'il faut, c'est la quantité. C'est ce qu'il faut viser. 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut viser la quantité pour viser la qualité. Et en fait, jamais tu vises la qualité, jamais tu te trompes, bah là, en fait, tu coudes. Magnifique. Ouais. Donc, pour moi, c'est la quantité. J'ai lancé également un club d'investisseurs qui s'appelle les 300, où j'ai dit, ben voilà, les 300, ça a toujours été l'esprit spartiate. Même si il y a Léonidas, c'est qu'à Léonidas, à la fin du film. On connaît. Voilà. Mais ça a été l'esprit des 300. L'esprit, il faut y aller. L'esprit, en fait, on est ensemble, on a une mission. C'est ça. Voilà. Ce club, il a 550 personnes. Si sur ces 550 personnes, j'ai 10% qui, à la fin du bootcamp qu'on organise, sont initiés et informés, j'ai réussi. Voilà. Donc là, pour moi, en fait, après, ce n'est qu'une recommandation, viser la quantité. Magnifique. En vrai de vrai, on a besoin des deux. Une élite forte et une masse de personnes qui également s'initient pour pouvoir élever. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Mais en fait, mais comme vous ne pouvez pas tout faire au début, et qu'en fait, les stratégies sont complètement différentes quand je choisissez l'une ou l'autre, au départ, il faut viser la quantité. Une fois que vous aurez visé la quantité, vous verrez que la qualité va arriver d'elle-même et que vous allez pouvoir trouver des créneaux pour la mettre en place. Et on le voit déjà apparaître, hein, parce qu'on a des rendez-vous entre nous où on échange avec les membres de notre école et il y en a qui proposent des idées. C'est lunaire et ça ouvre des portes et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai une question, on en parlait un peu en off, c'est aussi pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que y a beaucoup d'entrepreneurs qui, à ton image, connaissent beaucoup de succès à travers leur entreprise, mais ne prennent pas soin de leur patrimoine personnel. Tu m'as dit que toi-même, c'est quelque chose, à un moment donné... que j'ai négligé. Voilà, que tu as négligé. Déjà, pourquoi ? Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place depuis pour pouvoir améliorer ta situation ? J'ai négligé parce que je ne me rendais pas compte que je me disais que j'aurais le temps, et puis demain, c'est pas mon truc, je laisserai ça aux autres, et puis de toute façon, j'ai le temps. Et de toute façon, c'est important sans l'être, et je suis bien entouré, j'ai confiance aux gens qui sont autour de moi, mes associés, etc. Et en fait, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, même jamais j'ai confiance, il vaut mieux que je fasse les choses de mon vivant. C'est hyper important parce qu'en fait, au moins, tu les auras cadrés, plutôt que de laisser la place à l'interprétation. Ensuite, ce que j'ai mis en place, c'est justement, j'ai commencé à me renseigner, savoir ce que je pouvais faire en termes de potentiel. Après, j'ai identifié les personnes qui étaient autour de moi, familiales, qui pourraient prendre certains pendant. J'ai rapproché ma famille et j'aurais dit, écoutez, je ne suis plus en capacité de faire ça. Tu peux faire ça ? Ouais. Tu peux faire ça ? Ouais. Tu peux faire ça ? Ok, d'accord. Voilà. Donc maintenant, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de ça. Toi, c'est ça. Moi, je vais faire ça. Ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire où j'étais beaucoup sur tout, parce que j'avais mis en place un comité de pilotage, un comité opérationnel, j'avais mis en place un comité stratégique, avec des directions de projet, j'avais des réunions tous les jours, quasiment. Là, maintenant, tout ça, là, je ne fais plus. Je ne suis pas en capacité de le faire. Vous êtes complètement autonome. Vous n'avez besoin de moi que pour vous rassurer. C'est tout. Mais en vérité, vous pouvez le faire. Et après, on a mis en place un axe sur 2025, 2030, 2040. Cet axe-là, c'est à vous de le faire. 2025, je suis encore là. Mais si 2030, on est encore là, et le sous-board n'a pas pris la main, il y a un problème. 2040, si on est encore dans l'opérationnel, c'est un gros problème. Voilà. Donc, en fait, il faut gérer son patrimoine personnel comme on gère son entreprise. Mais bien évidemment. Exactement. C'est ce qu'on répète à longueur de temps. Bien évidemment, c'est hyper important et ça prendra le temps qu'il faut. Ce que j'ai accepté, tu as planifié, tu as mis une stratégie en place. Ce que j'ai accepté, c'est que en fait, tout de suite, je me dis, d'accord, ok, maintenant je vais faire ça. Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut du temps. Ah, ok, d'accord. Et puis ça même, tu veux le faire. En fait, ta structure sociétale ne le permet pas. Le cadre juridique ne le permet pas. Ah, ok. Il faut accepter que ça mette du temps.
rien ne se construit en un jour. Ça met du temps et il faut le planifier. Et ça, j'ai accepté. Je me suis dit, ok, d'accord, je me donne 3 ans. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu encore qu'on aborde. À un moment donné, tu as évoqué un retour d'expérience, une anecdote avec une femme en fait qui est venue te voir, qui avait investi, qui faisait partie du pool de personnes qui avaient investi dans Namix et qui t'a fait part de son émerveillement en te disant que, écoute, tu as vu, même si le ticket que j'ai mis, tout se perd, c'est tellement incroyable cette aventure Namix que je suis trop fier, que la première voiture africaine, tu vois, de ce type puisse voir le jour. Elle était contente et du coup, je voulais te demander quelle est la part des femmes qui investissent, tu vois, aujourd'hui parce que nous aujourd'hui, pas loin de 90% des personnes qui sont au sein de la Naked School sont des femmes qui veulent comprendre les rouages de l'investissement, ce qui nous a énormément surpris. Et du coup, je voulais avoir ton retour là-dessus. Je voulais qu'on parle de crypto parce que tu réinvitera. Ouais, voilà. On n'a pas le choix. Tu es de ceux qui pensent effectivement que la blockchain peut être une solution pour l'Afrique. Je voulais qu'on parle d'industrialisation, également de cette même Afrique parce que tu as énormément d'idées là-dessus aussi. Mais en fait, en vrai, il nous faudrait encore une heure supplémentaire. On a l'habitude de clôturer par un coup de cœur, c'est-à-dire l'idée, c'est que tu puisses nous dire, est-ce qu'il y a un film, une chanson, quelque chose qui t'a été dit, quelque chose que tu as lu, qui a fait écho chez toi cette semaine, ce mois-ci, ou quoi. Je te laisse peut-être le temps de réfléchir là-dessus. Je sais pas, Loïc, toi, Frangin, si J'avoue que j'ai pas été très bon élève. Ah, d'accord, ok. Non, j'ai pas de coup de cœur. D'accord. Moi, j'en ai un, les gars, parce que vous savez que on sort des JO et que là, du coup, il y a les Paralympiques qui se sont lancés hier et Netflix a diffusé un documentaire qui s'appelle Sprint. Je sais pas si vous avez vu, mais que je trouve exceptionnel déjà d'une part parce que depuis tout petit, je suis de ceux qui étaient fans du 100 mètres. Vous savez que c'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Et en fait, Sprint suit les nouveaux là, les nouvelles têtes là qui sont là. Et en fait, il y a un jeune Africain là, qui a battu un record. Ouais, un gars du Botswana. Ouais, qui a 16 ans, je crois, qui a fait 10 Ah non, aucun, peut-être pas du même. Ah non, du coup, non, mais... toi tu parles du champion. Ouais, le champion, mètres, ouais, exact. Il y a encore un jeune. D'accord. Mais ouais, enfin, quoi qu'il en soit. C'est ça. Et en fait, très souvent, il y a des images qui sont faites entre l'entrepreneuriat et le sport, notamment de haut niveau, autour de la concentration, de la routine, puisque tu es obligé d'avoir une discipline d'orfèvre si tu veux un jour prétendre à la médaille olympique au 100 mètres. Et en fait, ils te montrent tout ça dans Sprint. C'est-à-dire que les mecs, on les voit à la fin, ils font des gestes et tout, mais on te montre pas le charbon dans lequel les gars ils sont pour arriver et prétendre à ça. Et franchement, c'est un documentaire que je vous recommande parce qu'il y a de tout, il y a du show-off, mais aussi beaucoup d'abnégation que ces champions-là et championnes sont amenés à avoir pour pouvoir prétendre en fait à leur rêve. Est-ce que toi, il y a quelque chose... J'ai mon coup de cœur. Ah, du coup, tu as... Bon, ben voilà. J'ai mon coup de cœur. Mais c'est bien que tu parles de l'athlète, parce que moi, ça a vraiment été... Tu sais que ça a été mon T'en as fait d'ailleurs, ouais. Ça a été mon premier coup de cœur avant même le foot. Moi, je faisais de l'athlète et tout, et c'était l'une de mes C'était quoi ta discipline? 100 mètres et 100 ok, d'accord. Ouais. Ok. Et vraiment, moi, je me souviendrai toute ma vie de la finale du 100 mètres des JO de 2000, où t'as Atto Boldon contre Maurice Green. Tu vois, enfin, c'est ça qui m'a donné envie de faire de l'athlète. Maurice Green, j'ai rencontré une fois. Ouais. Qui est Maurice Green? Ouais. Ok. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Mais rien que, enfin, moi, je me souviens toute ma vie de son attitude avant la course. Le charisme. On a souvent parlé d'Usain Bolt. C'est vrai que c'était impressionnant, Usain Bolt, parce qu'il était détendu. Mais Maurice Green, avec sa langue là. Ouais, qui allait dans tous les sens. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec? Avant la course, ça se voyait qu'il allait gagner. Et pourtant, j'étais pour Atto Boldon. Il était trinidadien, je suis martiniquais. Je voulais des lunettes comme lui. Mais franchement, Maurice Green, ce qu'il a fait, c'est vraiment... Sans te couper, tu sais où est-ce que j'ai rencontré Maurice Green? En Martinique. À Rivière-Salée. Mais non, mais tu sais que c'est chez moi, à Rivière-Salée. Je vais te dire, je vais même te dire, et là, tu vas comprendre. J'ai rencontré dans une boîte au Chalet Village. T'es pas sérieux. Je te jure. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? En 2005. J'ai reconnu. En 2005? Ouais. Ah ouais. Et j'ai reconnu. Donc le mec, c'était encore un athlète à ce moment-là. Et j'ai reconnu. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde ne l'a pas reconnu. Il était entouré de 3 personnes. J'ai vu une armoire à gaz, je me suis retourné, j'ai dit, cette tête, elle me dit quelque chose. Je me retourne, je regarde. Et après, il capte que j'ai capté. Et là, tu te
tu vas le voir ou tu Je vas vais le le check déranger. ou pas? Ouais, tu vas pas, tu vas pas. Et puis après, ton corps, il y va, mais toi, tu vas pas. Et quand tu arrives à côté de lui, il te prend dans ses bras. Waouh. Et là, en fait, t'es tout petit. Hmm. C'est une armoire à glace. Hmm. Il était énorme. Énorme. C'est un cube. Ouais, clairement. cube. Clairement. C'est armoire à glace. Mon anglais pété, il rigole. Yeah, nanana. Et puis, bah, tu vois, il me dit au revoir, mais ma main est dans sa main. J'ai envie de partir, mais ma main est dans sa main. Hmm. Ouais, non. Et puis, bah, après, quelques minutes encore d'échange. Et, ouais, ça n'a pas duré longtemps. 5-7 minutes, il a pris le temps. C'est des beaux souvenirs, ça. Surtout qu'après, bah, moi, quand je suis retourné là-bas, je dis, c'est Maurice Green. C'est qui? C'est qui, lui? Après, paf! Bon, en plus, c'est Martiniquais, ils y vont. On aime la vie. On aime la vie. Non, mais là, je crois qu'on va devoir y Ouais, aller. ton coup de cœur. Et ouais, du coup, mon coup de cœur, c'est... je regarde une série en ce moment avec madame sur Netflix qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, mais le titre est trop beau. C'est une série turque, à ma grande surprise. Et c'est marrant parce que dans la façon dont c'est filmé, ça fait un peu telenovela. Sauf qu'en vrai, ça parle un peu des schémas transgénérationnels donc qui se transmettent. Et je trouve ça assez intéressant la façon dont c'est développé parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est le fruit de la vie de nos parents et de leurs parents et de leurs parents et de leurs parents. Il y a des choses qu'on récupère sans qu'on le sache. Ouais. Et la façon dont c'est tourné et dont c'est expliqué, j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, ce sont des choses derrière qui m'ont impacté et sur lesquelles moi-même j'ai travaillé. Donc je vous invite à regarder Le Chemin de l'Olivier sur Netflix. Monsieur. Moi, je dirais deux choses. Une couverture d'un magazine que j'ai pas encore lu, je crois que c'est Time Magazine, où en fait, je vois un petit jeune de 15 ans. Et ils disent que, Ah oui, exact. ouais, J'ai vu. qu'il a trouvé une solution pour guérir le cancer de la peau. Exact. Et en fait, j'ai vu cette couverture-là et je me suis dit, faut que je prenne le temps, que je regarde. Parce que mon problème numéro 1, c'est que si effectivement c'est vrai et qu'il devrait Tu vas vouloir t'impliquer. je vais aller chercher. Ouais. Donc il y a lui ça m'a interpellé, parce qu'à 15 ans, c'est quand même assez extraordinaire, 15-16 ans. Et ça avoue des perspectives importantes pour une maladie aujourd'hui sur laquelle on n'a pas vraiment de remède, le cancer de la peau. Il y a lui, et puis il y en a un autre, c'est Karim Benzema. Wow. Karim Benzema, j'ai vraiment un énorme respect pour lui. Parce qu'il vient de banlieue. Parce que, en fait, c'est une image, c'est qu'il est quelqu'un de assez très charismatique. Que, en vrai de vrai, à la base, j'aurais pas parié sur lui. Et qu'en fait, il a duré dans le temps, il s'est discipliné, et que c'est des milliers d'heures d'abnégation et de sacrifice pour arriver au niveau auquel il est arrivé. Que on ne le répète pas assez, un ballon d'or. Et comme il le dit, j'ai pris le ballon d'or pour le peuple. Tellement. Mais tellement. Il a breaké le game. Quoi. Le gars, tu vois, en fait, il était sous l'ombre de Ronaldo parce qu'il a bossé pour Ronaldo et pour l'équipe. Ça veut dire, en fait, se mettre en avant, moi, c'est ce que j'ai. Se mettre en avant, pourquoi? Si jamais je fais gagner l'équipe. Bien sûr. Le jour où Ronaldo est parti, Il a assumé. brillé comme Jaja. Comme Mais Jaja. là, on s'est dit, mais en fait, le mec, il était vraiment dans l'idée de... Ouais, il a accepté son rôle, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas capable de... L'équipe a continué à gagner. Il a accepté. Combien de temps il est resté au Real? Combien d'années? 8-9 ans. Ah, en tout, ouais. Même plus, non? Ouais, certainement. Je crois qu'il est arrivé en 2009 et il a arrêté l'année dernière. Ouais, il y a 2 ans. 12-13 ans. Ouais. Incroyable. Et il y a quelque chose que tu viens de dire que je trouve qui est hyper important. Il a accepté son rôle. La problématique qu'on a, moi en tout cas, que je vois, hein, c'est les gens n'acceptent pas leur rôle. Acceptez votre rôle. Tout le monde peut être numéro 1, tout le monde peut être numéro 2, tout le monde peut être numéro 3, mais chacun aura un rôle et va apporter une pierre à l'édifice. Mon rôle, c'est le numéro 2. C'est ça. Mais je suis le meilleur numéro 2 français. Ce dont on parle souvent, les problèmes d'ego. Les gars, on va devoir clôturer. En tout cas, franchement, Ibrahima, merci infiniment de nous avoir accordé ce moment. Il y a ton livre. Je sais qu'il y a également un mastermind en collaboration Clôturé. avec... c'est clôturé. Bravo. Ben, franchement, félicitations. Comme quoi. Mais en tout cas, le livre, allez le chercher. On mettra le lien dans la description.
Super important. Merci de nous avoir écoutés, les gars. Là, on est un peu pressés. Allez regarder ce qu'il en est vraiment du travail de ce monsieur. C'est extraordinaire. On dit souvent qu'il manque des rôles modèles. Nous ne sommes pas, on n'a même pas évoqué ça. Purée, je voulais qu'on en parle. Ton passage dans la musique. Purée. Oui, il y a trop de trucs là. Il y a d'autres trucs. Ah non, mais on en refera. On en refera une, franchement, pour sûr. Les gars, vous avez vu, on n'a pas arrêté de parler d'éducation financière. Si vous souhaitez en savoir plus, vous savez que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer dans le lien que vous avez dans la description et vous pourrez échanger avec nous ou l'une des personnes de notre équipe pour qu'on puisse vous donner tous les renseignements possibles. Loïc l'a dit en introduction, le 26 octobre, il y a le premier Nekao Gala. On a besoin d'être entre nous, les gars. On a besoin d'avoir des événements où vous allez avoir de la valeur parce qu'on va avoir des invités exceptionnels de qualité, mais également un moment convivial où on sera entre nous, où on pourra passer un moment sympathique. Prenez soin de vous, des bénédictions, on est ensemble. Yeah.